l'heure, les Jeux sont faits, ou presque. À 6 mois des Jeux Olympiques, Paris retient son souffle. Dans son écrin, la ville lumière s'apprête à accueillir pas moins de 15 millions de visiteurs, parmi lesquels plus de 10 000 athlètes. Un défi pour un événement planétaire qui sera à coup sûr très suivi. Il faudra être prêt pour le jour J, pas droit à l'erreur, alors que les sujets d'inquiétude s'accumulent. Excès d'anxiété ou alors le risque d'échouer est-il bien réel ? Ces défis, mais aussi cette immense opportunité que sont les JO, on va en parler avec Lucas Aubin, spécialiste de géopolitique. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et l'auteur d'un atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Et c'est justement devant le monde du sport réuni à l'INSEP qu'Emmanuel Macron a sonné la mobilisation à 6 mois des Jeux. Écoutez. Notre objectif du top 5 olympique étant plus que jamais atteignable, d'après certaines projections, qui indiquent que la France pourrait connaître ses meilleurs Jeux depuis 1900. Je ne veux pas mettre une pression excessive. J'en ai mis à chaque fois. Je continuerai d'en mettre. C'est la saine pression, mais après, je fais confiance à chacun. Et première pierre à l'édifice, la cérémonie d'ouverture, censée marquer les esprits à chaque édition des Jeux. Cette fois, on a décidé d'innover côté parisien. Pas de stade, c'est la ville elle-même qui servira de théâtre à la cérémonie. Grégory Naboulet nous en livre un aperçu pour France Télévisions. 116 bateaux, d'habitude réservés au transport des touristes, emmèneront les sportifs du pont d'Austerlitz au Trocadéro. Un trajet répété des centaines de fois par le Clipper et son capitaine. En attendant, c'est pour Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux, qu'il commente le trajet. Là, on est à quelle vitesse, par exemple? Là, on est à 15 km. 15 km/h. Okay. Nous, on ne veut pas que ça aille trop vite. Nous non plus, on ne veut pas que ça aille trop vite. Mais après, plus il y a de courant, et plus on est obligé d'aller vite pour justement que le bateau ait une assise. Ouais. Tous les pilotes sélectionnés vont être formés à la navigation en convoi. Distance, vitesse, tout doit être millimétré. C'est vrai que c'est un défi parce qu'il y a une densité, il y a une attention très forte. Et puis, il y aura, je pense, aussi une ambiance qu'on espère grandiose autour. J'ai été athlète, j'ai participé à des cérémonies d'ouverture. C'est toujours des moments très forts, atypiques. Là, on est pour la première fois dans un décor exceptionnel. Donc on a envie que ça dure. Je pense que les athlètes auront envie que ça dure. Ne pas aller trop vite pour profiter du spectacle, sur et en dehors de l'eau. Musiciens, danseurs, la scène olympique, c'est 6 km de festivités. Notre-Dame de Paris, le Louvre, les Invalides et face au Trocadéro, la Tour Eiffel, en guise d'arrivée. C'est ici qu'aura lieu le grand final de la cérémonie. Alors Lucas Aubin, c'est un choix assumé. Laisser la cérémonie se dérouler sur plusieurs kilomètres le long de la Seine, dans la ville donc. Vous dites quoi? C'est un choix assumé et bien vu pour rendre les Jeux inoubliables. On sait que c'est sans doute le moment le plus regardé, cette cérémonie d'ouverture, ou bien c'est trop risqué? Comment dire, l'idée, évidemment, est magnifique. Elle est très originale en plus. D'habitude, les cérémonies d'ouverture ont lieu dans des stades. Là, les images qui vont nous parvenir vont être splendides sur le papier, en tout cas, dans l'idée, clairement, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Après, le problème, c'est la question notamment sécuritaire et organisationnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir faire venir des centaines de milliers de spectateurs au même endroit, faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème majeur durant la cérémonie, faire en sorte qu'il n'y ait pas de couac d'un point de vue logistique aussi, évidemment. 6 km sur la Seine, avec autant d'athlètes et d'organisateurs, on imagine bien toutes les difficultés que ça suppose. Donc le pari, évidemment, est énorme, mais l'idée, là, elle est nouvelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire rayonner non pas un stade, mais une ville entière. La France a l'expérience nécessaire pour ce type d'événement. On se souvient des cérémonies du bicentenaire de la Révolution par Jean-Paul Goude, ou encore, chaque année, finalement, du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Oui, et même au-delà de ça, la France, depuis les années 90, en fait, accueille des grands événements sportifs de façon assez régulière. On a eu, évidemment, la Coupe du Monde de football 1998, l'Euro 2016, la Coupe du Monde de rugby 2023. La France et Paris savent organiser ce type d'événement. Après, on n'est évidemment pas à l'abri d'un couac majeur. On l'a vu notamment en finale de la Ligue des Champions il y a quelques années. Il faut un plan B, comme a fini par l'admettre Emmanuel Macron, après les dénégations du préfet et du ministre de l'Intérieur. Il faut toujours un plan B dans ce contexte-là, parce que les Jeux olympiques et paralympiques sont regardés par plusieurs milliards de téléspectateurs. On dit que c'est près de la moitié de l'humanité qui regarde ce type d'événement. Si le risque sécuritaire venait à être trop important, il faudrait pouvoir se préparer à quelque chose d'autre, évidemment. Et donc, évidemment, ça semble logique qu'il y ait aujourd'hui un plan B.
On a vu les images fastueuses de cette cérémonie d'ouverture, mais en fait, ça va coûter quoi ces Jeux Olympiques à la France et aux Français, Maya Anaïs Yatagen? Et oui, en effet, le budget est assez impressionnant. Vous le voyez sur cette infographie. Au 11 décembre 2023, 8,88 milliards. Un budget qui a augmenté au fil des années. Le dossier de candidature, c'était 2 milliards de moins. Et de l'aveu même des organisateurs, ils ne sont pas complètement sûrs qu'ils vont réussir à le respecter. Ils l'affirment, nous sommes sur un fil. Alors, d'où vient cet argent? C'est ça la question principale. Comment sont financés les JO de Paris? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a deux structures. La première, le COJO, le comité d'organisation. Il finance ce qui est lié à la sécurité, aux ressources humaines, au marketing. Le budget, 4,4 milliards d'euros. Et il est financé à 96% par des revenus qui sont générés par l'événement. Par exemple, les sponsors ou encore la billetterie. Les contributions publiques de l'État, elles sont minimes, entre guillemets, que 171 millions d'euros. Par contre, la structure Solideo, qui elle finance le village olympique, les structures d'entraînement de compétition, 4,4 milliards aussi d'euros. Là, l'État intervient massivement avec plus de 1,15 milliard d'euros. Donc c'est un investissement lourd, évidemment, mais qui pourrait rapporter? Il y a une étude qui a été faite pour le dossier de Paris 2024 et les retombées en termes touristiques, en termes d'emploi, en termes de construction, elles pourraient atteindre 10,7 milliards. Évidemment, des chiffres à relativiser, ce sont encore des estimations. Merci Maya Anaïs, on le voit entre 5 et 10 milliards avec un scénario médian à 8. Ce seraient les Jeux les moins chers depuis ceux de Sydney. Vous y croyez, vous Lucas Aubin? Sydney, c'était en 2000, donc il y a 24 ans. Tout à fait. Alors, de manière générale, la plupart des éditions olympiques, en fait, coûtent beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Ça, c'est habituel. On se souvient des JO de Sochi 2014, par exemple, qui avaient été estimés, je crois, à 10 milliards environ et qui avaient en réalité coûté 50 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Et donc c'était évidemment énorme. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là. Néanmoins, évidemment, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses à rajouter, il y a toujours des choses à changer, à transformer, etc. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On ne peut pas, pour le moment, par contre, dire exactement combien vont coûter ces Jeux. Il faudra attendre la fin de l'événement, voire les mois ou les années qui viennent pour pouvoir comprendre exactement combien ça a coûté. La Cour des comptes, elle dit qu'il y a déjà eu une part de sous-estimation évidente du budget lors de l'attribution des JO à Paris en 2017. On a volontairement comprimé la note pour gagner le dossier. On comprime toujours un peu, en fait. L'idée, quand on essaye d'obtenir des Jeux Olympiques et Paralympiques comme ça, c'est de montrer le projet sous son meilleur jour potentiel. Donc, en fait, on minimise les dépenses, mais on maximise finalement l'image que pourrait renvoyer l'événement. Le CIO est très sensible à ça aujourd'hui, au fait que les Jeux pourraient être durables. Et donc, beaucoup d'estimations avaient été faites, notamment parce que les infrastructures étaient déjà existantes, étaient préexistantes à l'événement, et que ça devait, du coup, coûter peu cher. Alors, évidemment, aujourd'hui, on cherche à en mettre plein la vue, si je peux m'exprimer ainsi, au monde entier, donc on en rajoute un peu. Et justement, parmi les postes sujets à dérapage pointés par la Cour des comptes, vous l'avez dit, celui de la sécurité. 30 000 gendarmes et policiers sont annoncés tout au long de l'événement, notamment en Seine-Saint-Denis, lieu du futur village des athlètes. Les forces de l'ordre sont déjà à pied d'œuvre dans ce département le plus criminogène de France métropolitaine. Extrait d'un reportage de Julien Sauvager pour C'est en France. Nous sommes à Saint-Ouen, à quelques centaines de mètres du village des athlètes. 4 véhicules, des policiers à pied, à vélo, des renforts de la BAC. Ils doivent agir vite pour attraper les dealers. Là, on annonçait. Artena, le cri d'alerte des dealers retentit entre les tours de cette cité, l'un des plus gros points de vente de drogue du département. L'opération ne dure que quelques minutes. T824 de TKV 824, deux objectifs interpellés au plateau par reçu. Saint-Ouen, c'est particulier. Moi, je parle de la commune de Saint-Ouen. C'est quand même une ville qui est bien connue pour le trafic de stupéfiants qui y sévit. Donc, ce savoir-faire, on l'avait déjà. Ce qui est certain, c'est depuis que la fin de l'année 2022, ces opérations-là se font en plus grand nombre, de façon plus intense, en fait. Ce harcèlement des points de deal en prévision des Jeux Olympiques est totalement assumé par la préfecture de Paris, dont l'objectif est clair. Il faudra que les spectateurs puissent aller et venir en sécurité en Seine-Saint-Denis quand ils vont à leur hébergement, quand ils prennent un transport ou quand ils vont voir des amis ou visiter, encore une fois, un lieu touristique. C'est du 24-24, 7 jours sur 7, en tout point du territoire de la Seine-Saint-Denis.
Mais les dealers ne sont pas les seuls concernés. Mendiants, sans-abri, migrants font aussi partie des catégories de population que la France ne veut pas montrer aux touristes. Lucas Aubin, qu'est-ce qui menace le plus la sécurité des Jeux? Le risque terroriste, comme on l'entend souvent au sommet de l'État, ou bien la délinquance de droit commun, comme on le voit dans ce reportage, et qui avait déjà gâché la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, on s'en souvient, entre Liverpool et le Real Madrid il y a 2 ans? C'est difficile de répondre à cette question de façon, disons, péremptoire, mais concrètement, le risque terroriste apparaît évidemment beaucoup plus important parce que, au vu de la situation géopolitique actuelle, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou du conflit à Gaza entre Israël et la Palestine, bien sûr que ces conflits pourraient s'exporter en France et pourraient engendrer différents types de problèmes, notamment des attentats par exemple. Après, ce que vous avez montré dans le reportage, c'est simplement un des pans de la société française que justement le Paris 2024 va chercher à masquer, disons, à contenir pour essayer de faire en sorte finalement que l'image de la France corresponde à une certaine image d'Épinal, évidemment éloignée de la réalité, et vous l'avez montré, ça ne concerne pas uniquement des dealers par exemple, mais ça concerne aussi des exilés, ça concerne aussi des SDF, etc. Et en ce sens, il faudra faire attention aussi à protéger ces populations qui sont souvent en difficulté. On annonce 30 000 policiers et gendarmes déployés à l'occasion sur le territoire pour ces Jeux, mais beaucoup ne veulent pas renoncer, on l'entend, à leurs vacances pendant la quinzaine olympique. Ça va poser un problème, ça, non? Ça va poser un problème parce qu'on va probablement devoir mobiliser des policiers, des forces de l'ordre, des forces de sécurité de manière générale, comme jamais on ne l'avait fait auparavant, en réalité. Il faut se souvenir que même des grands événements comme la Coupe du Monde de football de 1998 ou l'Euro 2016 n'avaient pas drainé autant de personnes que vont drainer ces Jeux Olympiques. Donc forcément, on est dans un moment qui est assez important et il va falloir faire en sorte de faire venir le plus de forces de sécurité possible. D'autant qu'on entend, il est difficile de recruter des agents privés pour assurer la sécurité des JO, c'est vrai? Oui, c'est vrai, il y a des difficultés en ce sens, évidemment. On sait que le risque est important, on sait que ça demande énormément d'investissement pour ces forces de sécurité, un travail constant, et en plus de ça, avec une probabilité assez élevée pour que finalement un problème arrive. Donc de fait, les personnes ne se bousculent pas forcément au portillon. Et autre sujet, les transports. On va en parler dans un instant avec vous, Lucas Aubin. Restez avec nous, ne bougez pas. Un journal tout de suite et on se retrouve juste après. Suite du monde dans tous ses états. À 6 mois des Jeux Olympiques ici à Paris, on continue de faire l'état des lieux avec Lucas Aubin, spécialiste de géopolitique du sport et directeur de recherche à l'IRIS. On a parlé sécurité, venons-en à présent à l'autre dossier qui inquiète, les transports. Comment les Franciliens et leurs visiteurs vont-ils pouvoir se déplacer pendant la quinzaine olympique? Entre les restrictions à proximité des stades et l'afflux soudain de voyageurs, qui plus est en période de traditionnel creux estival, le réseau de transport public en Ile-de-France risque rapidement d'atteindre ses limites, malgré les investissements prévus pour ces Jeux, mais retardés pour certains. Natacha Vesnitch. Des rames bondées, des voyageurs agglutinés sur les quais ou dans les escalators. Ce genre de scènes dénoncées sur les réseaux sociaux par des usagers des transports parisiens exaspérés sont de plus en plus fréquentes. Qu'en sera-t-il à l'été 2024, lorsque 10 millions de voyageurs supplémentaires seront présents en Ile-de-France pour les JO? Paris avait fait de son réseau de transport le point fort de sa candidature avec une ambition affichée, 100% des spectateurs se rendant aux événements soit en transport en commun, soit à pied ou à vélo. L'objectif semble inatteignable. On a du mal à croire qu'on va pouvoir accueillir ces voyageurs dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. En candidatant pour accueillir les Jeux, la ville de Paris comptait sur le Grand Paris Express, un projet pharaonique pour moderniser et agrandir son réseau de transport. Plusieurs lignes de métro doivent être créées. La 16, notamment baptisée ligne officielle des JO, elle devait relier plusieurs sites des Jeux en Seine-Saint-Denis. Elle ne sera finalement pas prête à temps. Idem pour le tronçon de la ligne 17, qui prévoit une gare à Duny où doit être installé le village des médias des JO. Seul le prolongement de la ligne 14 doit être achevé à temps. Elle ira de Saint-Denis-Pleyel au nord à l'aéroport d'Orly au sud. Autre obstacle au bon déroulement des JO, le monopole de la RATP sur l'offre de bus à Paris qui doit prendre fin avant 2025 et qui fait peser le risque d'une grève au moment où les caméras du monde entier
seront braqués sur la capitale française. Emmanuel Macron l'a dit cette semaine à l'INSEP, nous avons besoin de 15% d'offres en plus sur un réseau réduit de 20%. Pendant l'été, nous y parviendrons avec les opérateurs, assure le chef de l'État. Il a raison d'être optimiste. Ça veut dire quoi concrètement, Lucas Aubin ? On n'avait pas vu venir cette question des transports ? Si, je pense qu'elle était évidemment dans la tête de la plupart des organisateurs, bien sûr. Simplement, on se rend compte de plus en plus à mesure que l'événement arrive que ça va être difficile de tenir le pari. En tout cas, que potentiellement des problèmes pourraient arriver. Même en termes d'investissement, on n'est pas au niveau. Il y a des difficultés. Ouais. Clairement, il y a des difficultés. Tous les Parisiens ou les Franciliens le voient en fait tous les jours. Concrètement, on se demande aujourd'hui comment faire pour finalement gérer ces flux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre de façon claire et nette, tout simplement parce qu'on n'a jamais accueilli un événement de cette ampleur-là à Paris à l'ère moderne. On sait quand même depuis 2017 qu'on va accueillir avec un plan quand même d'investissement qui a été décidé à l'avance et programmé depuis de nombreuses années. Alors là, on annonce effectivement à quelques mois de l'événement que le prix du ticket de métro passera à 4 €, près du double du tarif habituel pour les visiteurs bien sûr, et non pas pour les abonnés traditionnels des transports parisiens. Et puis pour le pass hebdomadaire, il en coûtera 70 € au lieu de 30 actuellement. Vous pensez qu'ils vont accepter de payer la note ? Qu'est-ce qui se passe d'habitude pendant les épreuves olympiques ? C'est une très bonne question. Justement, toute la problématique est là. On voit que le sujet était présent à la tête des organisateurs, mais que concrètement, les dépenses sont plus importantes que prévu. Et de fait, on augmente le prix des billets pour essayer de rembourser ces dépenses. Le problème, c'est qu'il y a une gestion de l'image qui est assez négative en la matière, puisque il faut se souvenir que pour les JO, par exemple, 2012 à Londres, les transports en commun étaient gratuits pour montrer au monde, finalement, une bonne façon de faire rayonner la ville, etc. etc. Là, le message envoyé à l'international est plutôt négatif, puisque pour les touristes qui vont être présents, pas forcément d'ailleurs pour les Franciliens qui vont, on le sait, pour beaucoup quitter la capitale en fait, durant la quinzaine, mais pour les touristes qui viennent de l'étranger, évidemment, le message est plutôt négatif. Et ceux qui restent ne verront pas leur abonnement augmenter, on le précise quand même pour ceux qui nous regardent. Les JO, c'est avant tout un spectacle, et qui dit spectacle dit droit à l'image. Elles sont captées par une entreprise, propriété du Comité international olympique, Benoît Perrochet. Des sigles dont vous allez très certainement entendre parler ces prochains mois à l'occasion des Jeux. CIO, ça tout le monde le connaît, Comité international olympique. NBC, la toute puissante chaîne américaine qui fait la pluie et le beau temps sur les Jeux. Ou encore OBS, sans doute moins connue, mais très intéressante, Official Broadcasting Services. Autrement dit, le service chargé de filmer et de transmettre aux détenteurs de droits toutes les images, les émotions des athlètes sur les sites de compétition. La dernière course olympique de Usain Bolt à Rio en 2016, par exemple, ou encore la déception de Teddy Riner à Tokyo en 2021. Ces moments clés qui marquent une Olympiade. OBS est en situation de monopole depuis 2010 et dispose donc de moyens très conséquents pour produire les 4000 heures de direct. 130 caméras, par exemple, seront réparties tout au long de la scène pour la seule cérémonie d'ouverture de Paris 2024. Mais OBS impose également sa loi. Des tarifs très élevés. Les détenteurs de droits restent en général plutôt discrets sur cette question. La filiale du CIO, basée à Madrid, devrait faire appel à 8000 professionnels cet été, des cadreurs, des techniciens, entre autres, qui travailleront en continu pendant quasiment un mois. Signe de son influence, OBS aurait pesé de tout son poids sur ce décret paru en novembre dernier en France et qui permet de suspendre le repos hebdomadaire de ses collaborateurs pendant la période olympique. Le CIO, c'est 7 milliards d'euros de revenus entre 2017 et 2021, en augmentation de plus de 30% par rapport à la période précédente. Les droits télé, les contrats de sponsoring n'y sont bien sûr pas étrangers, ou quand l'esprit Coubertin n'est jamais très loin du business. Lucas Aubin, alors avec OBS, cette structure filiale du CIO, l'impératif affiché, c'est celui de la professionnalisation et puis de l'efficacité, bien sûr, dans la captation des images. Ce faisant, on délègue quand même au CIO un pouvoir énorme, non ? Énorme, effectivement, mais il faut bien se souvenir que le CIO est une énorme machine et une grosse entreprise en réalité. Alors évidemment, officiellement, il ne recherche pas le profit, mais néanmoins, il cherche avant tout à contrôler leur image. Et ça, c'est évidemment très important. Ils le font de plus en plus depuis leur création, la création du CIO en 1894, je crois, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, l'idée, c'est évidemment de faire rayonner la marque olympique, la marque Jeux olympiques, et de la contrôler. Et de fait, effectivement, ça passe par les médias, mais ça passe aussi par le sponsoring, etc., etc. Ça veut dire qu'on ne verra aucune image qui contreviendrait à justement le prestige, l'image des Jeux, des manifestations, par exemple, qui pourraient avoir lieu, un événement imprévu ?
Alors, étant donné que les épreuves seront retransmises en direct et non pas en différé, potentiellement, on pourra voir certains messages, par exemple politiques, dans le cadre justement de la géopolitique mondiale qu'on connaît aujourd'hui. On peut tout à fait imaginer que ce soit des athlètes, que ce soit des supporters, que des messages politiques soient véhiculés dans les tribunes ou sur les terrains, par exemple. Néanmoins, il y a fort à parier pour justement que les réalisateurs cherchent à passer ces images très rapidement pour justement faire en sorte de ne pas trop les montrer, les véhiculer. Mais on sait bien qu'on aura énormément de journalistes de toute façon qui seront présents durant ce mois olympique à Paris et de fait, toutes les informations, elles seront relayées. Oui, les Jeux Olympiques qui vont effectivement au-delà du simple enjeu sportif, événement le plus médiatisé de la planète, c'est aussi une vitrine politique, Maya Anaïs Yatagen. En effet, c'est l'occasion pour les États de montrer ou de signifier une certaine puissance au monde. Vous vous souvenez, en 1936, le premier exemple de l'histoire moderne, c'est Hitler qui veut utiliser les Jeux Olympiques de Berlin pour servir la propagande nazie. Mais l'image, certainement la plus connue, celle qui a fait le tour du monde, c'est celle-ci. En 1968, à Mexico, 2 athlètes noirs américains lèvent un poing ganté contre la ségrégation. C'est quelques mois à peine après l'assassinat de Martin Luther King. Et ces 2 athlètes, ils vont être exclus à vie de l'équipe américaine. Pourquoi est-ce qu'ils sont exclus ? Eh bien, à cause de ce document, la Charte olympique, et de son article 50, qui précise « Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée sur un site olympique ». Mais parfois, l'acte politique, il n'est pas individuel, il est à l'échelle du pays. Et pour cela, je vous montre cette carte des boycotts qui ont eu lieu entre 1976 et 1984. Par exemple, en 1980, pour les JO de Moscou, les Américains et leurs alliés boycottent. En 1984, les Jeux Olympiques ont lieu à Los Angeles. C'est les Soviétiques qui boycottent les Jeux. L'enjeu géopolitique, il est très réel, très net. Plusieurs pays ont été exclus des JO dans leur histoire. Les plus récents, c'est la Russie et la Biélorussie. Ce qui obsède les organisateurs, c'est que les tensions de la vie réelle n'empiètent pas sur l'événement sportif, jusqu'au pire parfois. Et pour cela, il faut se rappeler de Munich en 1972. Les JO avaient lieu là-bas. Un commando terroriste palestinien s'infiltre sur le village olympique, prend des otages. Bilan, 17 morts, dont 11 athlètes israéliens. Merci Maya Anaïs. Cette fois encore, on le voit, les sportifs russes et biélorusses sont autorisés à prendre part aux épreuves, mais uniquement à titre individuel, sans hymne ni drapeau, et à condition qu'ils n'aient pas soutenu l'invasion de l'Ukraine. On a raison de politiser cet événement sportif ? Je ne pense pas que ce soit la France, par exemple, qui politise l'événement. C'est simplement que le sport, par essence, est politique, en fait. Et que depuis la création du sport moderne au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, en fait, chaque édition olympique a été politisée. Les États cherchent à tirer leur épingle du jeu. Et finalement, on est face à un énorme paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement le CIO cherche à dépolitiser au maximum les Jeux Olympiques, là où évidemment la plupart des autres acteurs, eux au contraire, cherchent à s'en emparer. Et c'est un enjeu d'image sous drapeau national. Bien sûr, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu avec le Brésil. Enfin, tous les États de manière générale cherchent à tirer leur épingle du jeu. Certains le font mieux que d'autres et sont plus efficaces sur la question. Alors on évoquait en début d'émission la facture des JO. Elle peut parfois s'avérer trop salée. C'était le cas à Athènes en 2004. La plupart des sites construits pour l'occasion sont restés ensuite à l'abandon. Coût pour le contribuable grec, 50 millions d'euros par an. Reportage 8 ans plus tard, c'était en 2012 pour France Télévisions de Nicolas Bertrand et Alexis Jacquet. Les spectateurs ont emprunté ce chemin pour arriver au stade. Il est aujourd'hui à peine praticable. Si Andreas Papadopoulos a tenu à nous amener ici, c'est pour dénoncer un immense gâchis. Quasiment tous les sites des Jeux Olympiques de 2004 sont aujourd'hui à l'abandon. Un spectacle qui le bouleverse. De la tristesse, c'est ce que je ressens. Parce que pour toutes ces constructions sportives que vous voyez, il y a des milliards qui ont été dépensés. Avec de l'argent qui vient de la poche des Grecs. Et maintenant, regardez, tout est abandonné. Nous voulions montrer que nous faisions du glamour. Et montrer que nous avions de très grandes constructions, que nous faisions les Jeux Olympiques les plus chers du monde. Mais notre pays n'en avait pas la capacité. Et aujourd'hui, le peuple doit payer cette pseudo-fierté. Fierté du passé qui ne renvoie plus qu'une image de désolation. Des stades fantômes, plusieurs dizaines éparpillés dans la capitale, vestiges de cette folie architecturale.
qu'on voit là, Lucas Aubin, ça explique que de moins en moins de villes aujourd'hui se portent candidates pour accueillir les Jeux Olympiques? Alors pas uniquement, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, le risque d'éléphant blanc, c'est-à-dire de créer un stade ex nihilo et qu'il ne soit pas utilisé par la suite, existe, mais de moins en moins. Et d'ailleurs, le CIO veille à ce que ça ne se produise pas, ou très peu en tout cas. Non, le problème, c'est plutôt l'acceptabilité sociale de ces événements. Aujourd'hui, face aux risques écologiques, aux risques sécuritaires, climatiques de manière générale, il y a de plus en plus de difficultés à faire accepter aux populations qui reçoivent potentiellement ces événements, justement, le bien fondé de ces événements, là où il faudrait probablement commencer à repenser le fonctionnement de ces méga événements sportifs à l'heure où justement on cherche plutôt à la sobriété. La France est masochiste, elle qui vient de récidiver en candidatant pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030? C'est évidemment paradoxal. Il aurait peut-être plus fallu demander l'avis à la population, peut-être organiser un débat national pour pouvoir essayer de penser ces Jeux différemment. Après, évidemment, ce sera aussi l'occasion de montrer une belle image de la France et ce sera l'occasion finalement de faire rayonner certaines villes et certaines régions à l'international. Oui, des Jeux qu'on annonce comme d'habitude sobres. On verra ce qu'il en est. Merci beaucoup Lucas Aubin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi Le Monde dans tous ses états. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là sur notre site internet france24.com.